Un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président nigérian Muhammadu Buhari au Maroc. Un casque bleu burundais a été tué dimanche à Bambari, dans le centre de la Centrafrique, lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine. On en parle dans ce journal. Et puis le directeur général de l'OMS a déclaré pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a déjà causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la RDC. Une sortie qui intervient 21 jours après une vaccination ciblée. Voilà pour les titres, nous sommes le lundi 11 juin de l'an 2018. Bonsoir et bienvenue à tous. Un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé dimanche à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président nigérian Muhammadu Buhari au Maroc. Le projet maroco-nigérian consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie la zone gazière du sud du Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Pour sa première visite officielle au Maroc, entamée ce dimanche après-midi, le président du Nigeria, accompagné d'une importante délégation, s'est entretenu avec le roi Mohamed au palais royal de Rabat. Les deux parties ont signé dans la soirée de dimanche 3 accords de coopération, dont un relatif au gazoduc devant relier les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet maroco-nigérien consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Le gazoduc mesure approximativement 5660 km, la construction devant se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l'Europe au cours des 25 prochaines années. La prochaine étape consiste à impliquer les États traversés et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, approcher les clients européens et entamer des discussions avec des banques internationales de développement pour tester leurs dispositions à financer ce projet. L'annonce du projet de gazoduc avait été faite en décembre 2016 à l'occasion d'une visite de Mohamed à Abuja où il avait rencontré Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays. Plus de 150 migrants ont été secourus samedi par des gardes-côtes au large des côtes libyennes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Selon les informations rendues publiques dimanche par la marine libyenne, ces migrants étaient à bord de 2 embarcations pneumatiques. Reportage. Une patrouille des gardes-côtes de Tripoli a secouru ce samedi 152 migrants, dont 19 femmes et 3 enfants, qui étaient à bord de 2 embarcations pneumatiques. Une première opération s'est déroulée au nord de Zouara, une ville côtière proche de la frontière avec la Tunisie et située à 100 km à l'ouest de Tripoli. La seconde a eu lieu au large de Garabouli, à l'est de la capitale. Les gardes-côtes n'ont pas fait état de mort ou de disparus. Les migrants originaires de pays africains et arabes ont été ramenés ce samedi soir à Tripoli avant d'être transférés dans un centre de rétention à Tajoura, en banlieue. Aucun détail n'a été fourni sur le point de départ des embarcations, mais les passeurs organisent généralement les départs depuis l'ouest de la Libye à destination de l'Italie située à quelques 300 km. Pendant des années, les gardes-côtes italiens ont coordonné depuis Rome toutes les opérations de secours dans la zone. Désormais, ils transmettent chaque signalisation à Tripoli. Ces derniers mois, les gardes-côtes libyens ont ainsi mené un nombre croissant d'opérations de secours, reconduisant ensuite les migrants en Libye aux grandes dames des défenseurs des droits de l'homme. Un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. C'était lors d'affrontements entre des hommes armés d'une part et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine d'autre part. Une information confirmée par des sources onusiennes concordantes. Les détails. Le militaire burundais de la MINUSCA a été tué durant les combats et un soldat des forces armées centrafricaines FACA blessé. C'est ce qu'a indiqué une source onusienne à Bambari, sous couvert d'anonymat.
Les combats ont pris place entre 17h et 20h dimanche, selon la source onusienne à Bombari. Un convoi des FACA en route vers Bangasso sud-est, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans les combats à Bombari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source de la gendarmerie de Bombari qui ajoute que plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. Depuis début mai, Bombari a plusieurs fois été le théâtre d'affrontements. Mi-mai, l'ONU avait affirmé avoir repris le contrôle de la ville après que l'UPC ait attaqué plusieurs institutions, gendarmerie, commissariat, base de la MINUSCA. Les locaux de 9 ONG et ceux de la Commission nationale des réfugiés, CNR, ont été pillés en mai dans la ville, selon l'ONU. Le même mois, 9 personnes y ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires, dont un membre local d'une ONG et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville. Bombari, à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, jouissait jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la MINUSCA début 2017 pour en déloger l'UPC qui en avait fait sa base. Depuis, l'ONU a fait de Bombari la vitrine de son intervention en Centrafrique, arguant que la ville était sans armes ni troupes armées. Le mouvement citoyen congolais Lutte pour le changement Lucha a annoncé dimanche la mort d'un de ses fondateurs dans un incendie suspect de sa maison. L'incendie est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails. Notre camarade Luc Nkoulala est décédé dans un incendie suspect dans sa maison dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré l'un des responsables de ce mouvement de jeunes indignés basé à Goma, dans le Nord Kivu. Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte lâche sur la personne de notre camarade, même si jusque-là, nous ignorons l'origine du feu. Le comité des laïcs catholiques, organisateur de 3 marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, dont la répression a fait 15 morts, exige une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de ce militant. Le 25 février, il avait été arrêté à Goma avec d'autres membres du mouvement Lucha. Dans un communiqué dimanche, la Lucha salue la mémoire d'un héros et modèle irremplaçable, toujours en première ligne dans les actions. Un autre militant pro-démocratie, Rossi Mukendi, a été tué par balle le 25 février dans la répression de la marche organisée par le collectif proche de l'Église catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après la fin de son mandat. Le procès de son présumé assassin s'est ouvert à Kinshasa devant un tribunal militaire, mais l'affaire est régulièrement renvoyée sans que le fond soit abordé. La fin du mandat officiel de Joseph Kabila a été marquée par des violences qui ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes les 19 et 20 décembre 2016 lors des manifestations organisées par l'opposition et des mouvements citoyens dont Lucha. La présidentielle, qui doit désigner un successeur au président Kabila, est prévue pour le 23 décembre 2018. Le directeur général de l'OMS a déclaré dimanche pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a déjà causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Une sortie qui intervient 21 jours après une campagne de vaccination ciblée qui visait à circonscrire le mal. Les images. Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'Équateur, a déclaré à la presse à l'aéroport de Kinshasa le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Le docteur Tedros effectue une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, où l'épidémie a été déclarée le 8 mai par les autorités. Je suis revenu pour évaluer la situation et la situation s'améliore. Le dernier cas à Mbadanka était le 20 mai, à Bikoro c'était le 17 mai et bien sûr nous avons confirmé un cas à Iboko le 2 juin, a-t-il indiqué. Au 6 juin, 1 millier de personnes ont été vaccinées contre cette maladie, à savoir le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts des contacts. Le grand défi, c'est la logistique, surtout à Iboko. Nous allons de village en village, dans les communautés et c'est un peu difficile, a-t-il précisé. Dans un bilan fait par les autorités à la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables
et 7 suspects. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Le 21 mai, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités ont lancé une vaccination ciblée. Pour rappel, c'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. En bref, aux Comores, Ahmed El Barouane, secrétaire général du parti Joie, l'un des principaux partis de l'opposition, a été condamné ce lundi à 6 mois de prison avec sursis pour sa participation à une manifestation contre le président Azali Assoumani, qu'il accuse de dérive autoritaire. Le juge a annoncé sa condamnation sans préciser les accusations dont il a été reconnu coupable. Il faut dire que Ahmed El Barouane avait été interpellé le 1er juin à la sortie de la grande mosquée de Moroni, la capitale, lors de violents affrontements entre la police et les manifestants anti-régime. L'opposition comorienne a multiplié les manifestations ces dernières semaines pour exiger le rétablissement des institutions démocratiques du pays après une série de mesures très controversées du chef de l'État. Hors du continent africain, nous sommes à la veille de l'historique sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux hommes étaient engagés ce lundi dans les multiples préparatifs pour lesquels le président américain affiche sa confiance et une forme d'impatience. Paris reste cependant prudent quant à l'issue de cette rencontre. Des précisions à travers ces images. Le président des États-Unis, qui a accepté à la surprise générale de rencontrer Kim Jong-un, réussira-t-il à pousser Pyongyang à renoncer à l'arme nucléaire? C'est l'interrogation qui occupe toutes les pensées dans la fièvre du fameux sommet entre les deux hommes. À J-1, l'équipe Trump s'est employée à donner une image encourageante des négociations sur lesquelles la partie nord-coréenne est restée absolument muette. Paris reste prudent sur l'issue du sommet mardi entre Trump et Kim sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. La ministre française des Armées en appelle à ne pas croire que cette question pourrait se résoudre de façon magique. Je crois qu'il faut être prudent, attendre d'abord de façon très pragmatique les résultats de cette réunion et le faire sans aucune naïveté et sans penser que les choses peuvent du jour au lendemain se résoudre de façon magique. Le tête-à-tête entre les deux hommes, absolument inimaginable il y a quelques mois, lorsqu'ils étaient engagés dans une surenchère verbale faisant craindre le pire, est prévu mardi dans un hôtel de luxe de la cité-État asiatique. En jeu, les ambitions atomiques de Pyongyang sous le coup de sanctions internationales draconiennes imposées au fil des années et des crises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a déjà fait une sortie nocturne remarquée dans Singapour la veille de la rencontre, c'est-à-dire lundi. À la veille de ce sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a indiqué ce lundi que les États-Unis sont prêts à apporter à la Corée du Nord des garanties de sécurité différentes de celles proposées jusqu'ici, à condition que sa dénucléarisation soit complète, vérifiable et irréversible. On l'écoute. Compte tenu des nombreux accords faibles des États-Unis les années précédentes, le président va garantir qu'aucun potentiel accord ne manquera à répondre suffisamment à la menace nord-coréenne. L'objectif final de la diplomatie avec la Corée du Nord n'a pas changé. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne est la seule issue que les États-Unis accepteront. Les sanctions persisteront tant que la Corée du Nord n'a pas éliminé entièrement et de façon véritable ses programmes d'armes de destruction massive. Le président Trump reconnaît le désir de sécurité du président Kim et est prêt à garantir qu'une Corée du Nord dépourvue d'armes de destruction massive est aussi une Corée du Nord sûre. Le président a aussi fait part de son ouverture quant à l'expansion de l'accès aux investissements étrangers et autres opportunités économiques pour la Corée du Nord s'ils prennent les bonnes décisions.
Le président Trump a établi un processus qui est fondamentalement différent de ce qui a été fait avant. Et je m'attends à ce que le processus soit fondamentalement différent à partir de demain, avec une Amérique résolue, travaillant à l'obtention d'une issue qui profitera aux deux pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.